Je suis Isabelle Girard. Il y a des retardataires qui vont arriver en cours de route. Je vous demande de les accueillir avec beaucoup de bienveillance. C'est jamais facile de se faire opérer et d'arriver dernièrement dans une conférence. J'en ai vu quelques-uns garés dans les allées marchandes. Vous allez vous installer confortablement, pour votre silence, pour que votre sac, votre manteau, vous soyez à l'aise à la place où vous êtes choisi. Cette conférence a pour thème les sagesses ancestrales, du coaching de vie aux thérapies énergétiques, comment vous permettre d'aller vers un meilleur bien-être, votre bien-être. Dans tout ce que je pratique, très souvent, le plus atypique, c'est que les gens arrivent à accéder à ce que je fais, quel savoir j'ai pris, quelle formation j'ai eue, quel voyage j'ai fait, qu'est-ce que je sois ou pas. Toutes vos questions seront les bienvenues. Je garderai un temps pour toutes ces questions, bienveillance pour vous. Et puis vous pourrez de toute façon vous retrouver après sur mon stand ou avec mes coordonnées, m'envoyer des messages si vous avez des questions particulières. Allez-y, soyez rentrés. Les sagesses ancestrales. J'ai choisi ce mot pour ne pas le restreindre au mot chamanisme et pour ne pas récupérer l'écho dans notre civilisation indo-européenne du mot chamanisme. C'est-à-dire que je me rends compte souvent qu'on a encore dans notre culture européenne toutes ces croyances anciennes sur le chamanisme et des formes de magie qui font plutôt peur. Dans ce que je pratique moi, dans mes soins, je ne vais jamais vous rendre chaman. Je vais juste utiliser mes capacités particulières à moi pour les mettre au service de votre vie, de votre parcours de vie. Moi, dans tout ce que je pratique, ma mission essentielle est de vous aider à trouver dans votre chemin de vie ce qui est votre épanouissement personnel. Sachant qu'on a tous une route différente, qu'on a tous des aspirations différentes, et que suivant l'âge qu'on a, on n'aspire pas forcément à résoudre les mêmes choses. C'est par exemple, pour tout ce qui est coaching de vie, j'ai mis au service de chacun tout ce que j'ai appris dans mon ancienne vie en entreprise et tout ce que j'ai appris dans des méthodes de développement personnel pour pouvoir augmenter la confiance en soi, pour pouvoir augmenter l'estime de soi. C'est-à-dire que dans tous ces enseignements très contemporains, vous trouverez un nombre de méthodes où il en apparaît des nouvelles, pas tous les mois, mais pratiquement, avec des noms parfois très américains, parfois très abrégés, souvent incompréhensibles, avec des noms de méthodes qui vous montrent que chaque fois, quelqu'un va vous permettre de gérer vos émotions de façon mieux, plus simple, ou de gérer vos stress, ou d'éliminer. Moi, j'ai étudié beaucoup et j'ai pratiqué beaucoup. J'étais quelqu'un dans la vie professionnelle qui gérait beaucoup d'énormes projets. Et je m'étais rendu compte que ce qui fait la différence, c'est l'être humain. Et qu'on peut mettre des méthodes de toutes sortes. Dès l'instant où on va essayer d'appliquer la même chose à tous les êtres humains, ça ne va jamais marcher. Parce que, heureusement pour nous, nous sommes tous différents. Nous avons tous une incarnation différente, une histoire de famille différente. Et il est donc important que la personne qui va vous aider à trouver votre chemin de vie soit capable de vous rencontrer dans votre unicité, dans votre intégrité personnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer la même aventure à monsieur, à madame, sur votre âge, selon ce que vous souhaitez faire.
quand vous allez venir me rencontrer, la partie coaching de vie va me permettre de déterminer si vous souhaitez améliorer vos relations dans le travail, dans la vie personnelle, dans la vie familiale. Quel est le domaine de vie le plus important pour vous à faire évoluer? Sachant qu'en priorité dans ce monde-là, c'est souvent le monde professionnel. Puis il y a des gens qui se rendent compte qu'ils attirent toujours des modèles répétitifs, qu'ils ont beau faire des efforts surhumains, ils ne vont jamais garder un travail. Ou ils vont toujours trouver un travail où leurs collègues les méprisent ou les maltraitent. Ou alors ils vont toujours trouver une vie sociale avec des amis qui les mettent en valeur. Ou une vie associative où ils ne trouveront jamais leur place pour réaliser des actions comme ils veulent. On s'aperçoit qu'au-delà de le vouloir, au-delà de l'apprendre dans des méthodes de développement personnel, on se rend compte qu'il y a toute une partie d'incontournable qu'on n'arrive pas à dépasser tout seul. Alors je vous rassure, c'est pas que vous êtes moins doué, plus doué que votre voisin ou votre voisine, mais il y a toute une partie dans votre histoire de vie, dans votre histoire d'incarnation, que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça va de votre histoire de famille, de votre mission de vie ici. Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous êtes censé y faire? Vous vous rendrez compte que c'est impressionnant le nombre de gens qu'on rencontre qui vous disent non mais moi j'ai pas l'impression de vivre à la bonne époque ou d'être venu pour faire le bon truc, il y a des tas de choses où je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai toujours l'impression d'être en décalage par rapport aux autres. Parfois, le fait que notre émotionnel soit exacerbé ou plus ouvert que pour d'autres fait que du coup on est beaucoup plus dans l'empathie, on est beaucoup plus des fois en souffrance dès qu'une émotion n'est pas clairement ce qu'on attend. Et c'est pas qu'on est moins doué que d'autres, c'est qu'on a une résonance énergétique souvent qui est plus ouverte. Ça vient de l'idée familiale ou ça vient de notre sensibilité personnelle. L'intérêt donc pour moi, ça a été aussi d'aller travailler sur toute la partie thérapie énergétique, dans tout ce qui existe comme mode de transmission. Ça va du magnétisme, au Reiki, au shiatsu. J'ai également de nombreuses méthodes qui toutes ont leur bienfait unitairement pour pouvoir déterminer moi ce qui était mon approche du soin du corps. Ce qui a été la méthode la plus structurante et la plus intéressante pour moi, c'est la méthode de Montserrat Gascon sur la technique de libération du péricarde. Où elle, c'est une femme un peu hors du commun, qui enseigne beaucoup tant en Uruguay qu'en Suisse ou en Espagne, qui a établi au fil du temps, c'est une ostéopathe de formation, qui a établi au fil du temps que le péricarde, qui enveloppe le cœur, à chaque émotion de souffrance émotionnelle, pouvait très bien se contracter jusqu'à empêcher le cœur d'être dans son rayonnement complet. Cette technique s'associe à une technique où elle suit le mouvement du corps dans ce qu'elle enseigne, où chaque organe de votre corps va être capable de vous donner des informations sur ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez et de quoi ça vient. Ça va du foie qui peut dire quelle colère vous stockez et pourquoi vous les stockez. Le plus structurant pour moi dans chaque séance, c'est ce que le cœur dit de ce que vous avez vécu jusqu'à me rencontrer. Plus votre cœur va se libérer et rayonner, plus vous allez être à votre place dans ce monde-là, plus vous allez trouver votre épanouissement. Cette technique énergétique, rejoignez-moi tout mon apprentissage chamanique. Pour nous, en chamanisme, quelles que soient les cultures anciennes, le siège de l'âme pour nous est dans le cœur, pas dans la tête. Je vous expliquerai après pourquoi. Plus vous allez accepter que votre cœur retrouve son rayonnement, plus vous allez accepter d'aimer autour de vous, de rayonner, d'accepter d'être dans votre beauté personnelle. Il m'est arrivé il y a quelque temps, en faisant un atelier pour une association de malades, de rencontrer des femmes où, à un moment dans l'atelier, je leur ai fait dire qu'elles étaient merveilleuses. Et je me suis rendu compte que ça la mettait dans un désarroi parfois impressionnant
de pouvoir admettre, accepter, en tant que femme, à un moment d'être merveilleuse. C'est-à-dire que de toute notre éducation, de notre parcours social, on a tout un ensemble de valeurs, de croyances qu'on a acquis ou apprises, ou qu'on a déduit par défaut parce qu'on pensait que ça marchait comme ça, qui vont être parfois notre meilleur saboteur. Pour les femmes, on a des égrégores culturels, d'éducation, de religion qui font que la femme était toujours la pécheresse et qu'on porte même inconsciemment très souvent ça, c'est-à-dire qu'on s'interdit d'être très féminine, on s'interdit d'être très épanouie, on s'interdit d'être heureuse, on s'interdit d'avoir du plaisir, on s'interdit de leur revendiquer aussi. Du coup, on laisse la place à une vie dans laquelle on n'est jamais dans notre rayonnement. Il faut savoir que dans toutes les civilisations anciennes, la place des femmes était prépondérante. Autant l'homme a une place importante pour incarner la force et la solidité des civilisations de tout temps, autant la femme a une place importante pour incarner la douceur. La particularité de notre société contemporaine, c'est que les femmes sont parties un peu d'un no man's land historique où elles n'avaient pas de place, pour aller vers un système de revendication qui a été très légitime et qui a permis à une époque de leur redonner une place. Et puis maintenant, elles sont à un tournant qui va être très important pour nous contemporaines, de trouver une place juste et en sérénité. Pour moi, on n'a pas une place dans le féminin égale à celle du masculin, puisqu'on est tous très différents, et que si on nous a fait différents, tant mieux, profitons-en. Pour moi, les femmes doivent plutôt retrouver leur sérénité et leur sagesse dans leur douceur, qui est une vraie force. Et les hommes doivent retrouver leur force, qui va avec leur grandeur et qui va avec la protection qu'ils ont toujours donnée à toutes les sociétés. Le fait que les femmes travaillent, le fait qu'elles se retrouvent parfois seules à élever les enfants, fait que globalement, elles se mettent dans une énergie masculine d'effort, de persévérance, de 3 emplois du temps par jour, qui font qu'au bout d'un moment, elles s'oublient qu'elles sont des femmes. Et du coup, ce qui était évident dans les civilisations très anciennes, n'est plus du tout dans le monde contemporain. C'est-à-dire que la femme se dit non mais moi j'ai le droit de choisir, le droit de décider, les cloches je les planter, la voiture je l'emmener au garage, tout ça je sais faire. Il faut savoir que pour que l'harmonie puisse être en équilibre, il faut que chacun soit à sa juste place. Que bien sûr, savoir occuper la place de l'autre, oui, on peut le savoir, mais le faire, ça va ouvrir une autre énergie. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de femmes seules, qui parfois ont des boulots très intéressants, parfois non pas, mais qui sont toujours dans un effort vindicatif, limite épuisant, quelque part. Il va vous falloir, mesdames, retourner vers l'énergie du féminin pour retrouver votre douceur de féminin. L'intérêt de le faire accompagner dans des soins, c'est que ça va vous permettre de ne pas perdre de temps et d'aller vers l'essentiel. Comme chaque histoire féminine est différente, chaque adaptation et chaque circuit sera différent. Et messieurs, ça va permettre que votre compagnon ou la personne que vous choisissez dans l'énergie masculine pour vivre votre vie va pouvoir elle aussi trouver sa place et son rayonnement. Ensuite, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans une société où tout est accessible par Internet, et pourtant on a si peu de choses intéressantes. Ce qui est trop long. On doit avoir 25 chaînes de télé, on doit avoir des films téléchargeables partout, et pourtant on a oublié la nature et notre vraie nature. On se rend compte qu'on ne sait plus écouter l'autre, que quelqu'un vous écrit, vous recevez tellement de mails que vous lisez une ligne sur 3, que vous écrivez à quelqu'un pour lui demander un truc, si vous faites plus de 10 lignes, on peut répondre autre chose parce qu'on n'a pas plus le temps de lire ce que vous écrivez. On se rend compte que pour ce qui est l'essentiel de notre communication, de notre bienveillance entre nous, on est en train de commencer à passer à côté, complètement.
que ce soit dans notre vie personnelle, dans le travail, on a une multitude de choses accessibles et pourtant, comment fait-on pour retrouver du bien-être à l'endroit où on vit? C'est-à-dire qu'on ne va pas tous aller vivre en pleine forêt, aller vivre dans les grottes. C'est très juste de vivre en ville, c'est très juste de vivre avec un confort. Et puis ce sera très agréable si on arrive à une conscience juste de ce qu'on utilise et de ce qu'on a. Je vois des tas d'études arriver sur des gens qui veulent arrêter les ondes Wi-Fi, arrêter les ondes trucs. Les ondes dans l'univers ont toujours existé. Il faut comprendre que tout ce que crée l'homme, il le crée pour lui. À chaque fois qu'on va se mettre dans une réaction de rejet de ce qu'on a créé, à la limite, on perd l'utilité de ce qu'on a fait pour nous-mêmes. Quelque part, je trouve ça un peu stupide. Tout ce qu'on crée pour nous, à nous d'utiliser intelligemment et d'en avoir conscience. C'est-à-dire que si vous achetez des produits de consommation à des fabricants de qualité, vous connaissez, vous savez que vous faites travailler, vous savez que vous utilisez un produit dans l'énergie de la personne qui vous l'a transmis. Et vous serez bien plus content de dire bonjour, on va sur le marché, vous avez rendu ces légumes, qu'ils soient estampillés bio ou pas bio, parce qu'il vous aura dit bonjour, il vous aura fait un soupir, il vous aura dit, vous connaissez quelque part en langue de communication même non verbale. Et puis vous aurez l'impression en les cuisinant, même inconsciemment, qu'un petit peu de ce bonheur-là, de cet instant-là, est passé dans votre assiette. Moi, je ne suis pas une acharnée de tout bio, tout pas de médical, tout. Je pense que tout ce qu'on a créé pour nous, c'est à nous de retrouver l'intelligence de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a, dans beaucoup de cas, des médicaments qui vont être utiles pour nous. Parce qu'on ne va pas supporter d'avoir une inflammation pendant un mois en étant malade. Et puis ça va avec la façon dont on a choisi de vivre à cette époque-là. Après, par contre, si on manque de magnésium, on peut réadapter son alimentation pour manger quelque chose de plus équilibré sur plus longtemps. Mais plus on va essayer de se mettre réfractaire à tout, plus on va être en guerre contre la société, plus on va avoir l'impression de vivre en souffrance dans ce monde-là. C'est vraiment à nous de nous réapproprier tout ce qui a été créé pour nous. Tout ce que je vais pratiquer comme soin pour vous, ou avec vous, va vous permettre à vous de retrouver votre justesse de fonctionnement dans cet univers. À chaque fois, vous irez consulter quelqu'un dans des thérapies naturelles, on me dit parfois, mais il y a tellement de gens qui font tellement de choses. L'intuition qui sera la plus juste pour vous, ce sera toujours l'intuition de votre cœur. Une des fausses croyances de notre monde contemporain est de croire que tout passe par la tête. Vous pourrez explorer les découvertes les plus grandes qui ont été faites dans l'univers, ont toutes été faites par hasard. Et pourtant par des centres de recherche pour certains qui cherchaient depuis des années. C'est un peu l'histoire de prendre la pomme sur la tête. C'est-à-dire que votre cerveau, c'est votre meilleur ami, mais c'est aussi votre meilleure limite. Toutes les civilisations anciennes travaillent avec des notions qui s'appellent les chakras pour toutes les civilisations d'Asie, qui déterminent qu'il y a des centres d'énergie dans tout le corps. Toute la culture celte, qui est celle que j'affectionne le plus, travaillait avec l'énergie des trois cercles, où il y avait le premier cercle qui était la conscience, le premier bouclier d'énergie, le deuxième bouclier qui était l'énergie du cœur, et le troisième bouclier qui était l'énergie de la force qui raccrochait à la terre. L'énergie du cœur, vous pouvez chercher dans des tas de civilisations anciennes, elle vous sera toujours expliquée comme l'énergie la seule juste pour faire marcher l'ensemble de notre fonctionnement. Vous ferez l'essai en vous amusant, des fois. Je vois des gens, des fois, arriver chez moi en disant non, mais j'ai des décisions à prendre là. J'ai fait des listes avec les pour, avec les contre. Il y en a 12 pages, mais je n'ai pas réussi à décider. Je leur dis, mais pour vous avez envie de faire quoi? Non, mais moi j'ai envie de faire ça. En fait, votre cœur le sait, quoi. Mais dès l'instant que c'est votre cerveau, vous n'êtes jamais OK avec ça.
J'ai vu dans des gens qui ont changé de travail, tout le monde leur disait non mais surtout change pas quoi, t'as un boulot, garde-le quoi. Ils disaient mais moi je voudrais aller faire mon truc quoi. Et puis si ces gens-là écoutent leur cœur avec en conscience que c'est leur choix qu'ils font, tout se passera à merveille. C'est assez troublant. Plus vous allez rester dans le choix de la raison, plus vous allez quelque part vous compliquer l'existence. Alors il n'est pas facile de changer de fonctionnement. Pour ça, nous arrivent des quatre coins du monde des techniques de méditation. Alors des techniques de méditation, vous allez en découvrir partout. Ne croyez pas qu'il faut être maître bouddhiste pour méditer. Déjà, on n'a pas le contorsionnisme physique en Occident souvent qui paraît, ce qui est déjà une limite importante. Le principe de la méditation est d'arrêter la tête de cogiter. Arrêter la tête de cogiter, vous le verrez si on a un petit peu de temps, ça peut être des exercices très simples. Et puis, vous pouvez les faire à votre rythme, vous pouvez les faire assis, allongés. Ça m'est arrivé d'avoir des gens en fauteuil roulant, à des ateliers, et qui font l'atelier comme les autres. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre dans toutes ces cultures qu'on nous envoie, qui sont accessibles maintenant, l'adaptation qui va à notre façon de vivre à nous. Pas nous mettre forcément en mode subir, être la même chose, puisque nous avons notre énergie contemporaine et de l'endroit où on vit très juste. Après, il va vous falloir rentrer aussi dans une conscience. On a une chance inouïe de vivre ici aujourd'hui. Que moi j'ai beaucoup de chance, et que vous avez beaucoup de chance aussi. Vous aussi avez beaucoup de chance. Que l'univers nous a fait vivre ici sûrement pour une très bonne raison. On n'est pas né au fin fond de Yémen, on n'est pas né au fin fond d'un désert en Éthiopie, on nous a fait naître ici. Ici, on a l'eau, on a la lumière, on a le confort, on a des tas de choses. On nous a fait vivre quand même un instant privilégié, à une époque privilégiée, où on vit dans un pays où on est très libre, où chacun peut accéder à tout ce qu'il veut comme savoir, où chacun est libre de son épanouissement. Donc il est de notre responsabilité de l'utiliser. Si on nous a donné cette chance-là, pour moi le pire ce serait de ne pas s'en servir. Notre responsabilité contemporaine, si on ne veut pas qu'un jour tous ces mouvements extrémistes qu'on voit partout d'un extrême à l'autre viennent s'installer irresponsablement chez nous, c'est nous d'être dans notre responsabilité de personnes vivant ici. Et de dire, moi, j'ai retrouvé ma grandeur, et moi, mes valeurs, c'est ça. Plus on va prendre notre place, en conscience, dans ce monde-là, plus globalement, on sera naturellement une force pour ne pas être envahi par toutes sortes de mouvements de toutes sortes de pays qui, eux, sont dans des extrémismes de souffrance que nos civilisations ont connus il y a 200-300 ans. Il faut aussi être en conscience qu'avec l'installation des religions à une époque et leur disparition, on avait créé aussi dans le monde, dans d'autres civilisations, ces formes-là d'invasion et de souffrance. Il est temps aujourd'hui pour nous d'en tirer l'apprentissage qui va bien. J'ai beaucoup fait de chamanisme au Pérou. J'ai travaillé avec un chaman là-bas, Malco Arevalo, qui est un monument d'intelligence et de cœur, et qui, quand il parlait des chrétiens, en traduction, parlait toujours des crétins. Moi, j'étais pliée de rire à chaque fois. Mais il ressortait tout le côté désabusé de ces cultures, de tout ce qui avait été perdu culturellement de par ces invasions anciennes. Aujourd'hui, on vit dans une société française où la religion que nos parents avaient, on l'a beaucoup mise de côté, voire complètement oubliée. Donc on se retrouve dans un vide de valeurs, d'éducation, où je le vois dans beaucoup de jeunes qui viennent à moi, où le manque de repères est quand même évident. On se retrouve dans un manque de solidité qui va donner une porte ouverte à toutes sortes de mouvements pour venir essayer de vendre, entre guillemets, une cohérence d'objectifs, de rêves à des tas de gens. Plus vous, en tant qu'adulte, vous allez incarner un système de valeurs et de solidité important,
moins ces jeunes seront en fragilité aussi. C'est-à-dire qu'on est tous responsables de la société dans laquelle on vit. On est responsable des engagements qu'on prend, on est responsable de ce qu'on incarne, et on est responsable de ce qu'on va aller guérir dans notre vie. Ma conviction profonde, en tant que chaman, c'est qu'on vient sur cette terre pour guérir quelque chose. Guérir pas dans le sens médical, ou un sens fond, mais améliorer nos croyances, améliorer notre comportement, améliorer notre façon d'être. Ça est notre mission de vie pour toute la vie qu'on occupe sur cette terre. Et oui, il n'est pas facile de changer ses croyances, de changer ses comportements. C'est pas qu'on est plus ou moins doués les uns que les autres, mais je me rends compte dans les gens qui viennent à moi, on a souvent un ensemble de croyances justes, et puis on a une ou deux qui sont venues, là on ne sait plus trop si c'est que nos parents faisaient comme ça, ou qu'on a vu une fois quelqu'un faire comme ça, et qui viennent globalement saboter ce qu'on fait. C'est, je peux vous donner par exemple. J'ai eu des jeunes filles qui croyaient qu'il fallait toujours rencontrer des compagnons très drôles et qui rigolaient pas. Du coup, elles attiraient des hommes volages. Ça, c'est l'exemple extrême. Ça marche bien, les hommes comprennent bien, et les femmes aussi. C'est aussi, par exemple, dans le travail, croire qu'il faut toujours éviter les conflits. J'ai des gens qui se retrouvent dans des souffrances colossales pour ne pas avoir pris leur place au début d'un conflit. Et du coup, avoir laissé la situation prendre une proportion où à la fin, ils se mettent dans une souffrance énorme parce qu'ils ne savent plus dire ou réagir face aux événements qu'ils affrontent. Donc, on a chacun nos fausses croyances. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, c'est pas grave. L'important est à un moment d'aller explorer tout ça pour aller les transformer. Ça peut être par des séances individuelles, ça peut être par des ateliers en groupe, ça peut être avec moi, ça peut être avec d'autres thérapeutes, suivant ce qui vous intéresse. Après, dans nos fausses croyances contemporaines, on va vous dire qu'il faut lutter contre vos émotions parce qu'il y en a des positives et des négatives. Moi, à chaque fois, je suis obligée de sourire. Positive ou négative, comment va-t-on faire le tri? Dans ma vision de ce monde énergétique, les émotions sont pour nous comme les voyants du tableau de bord d'un avion. À chaque fois que vous vivez une situation qui vous est confortable ou inconfortable, certains voyants s'allument. Après ce voyant, vous avez le choix d'aller explorer pourquoi il s'allume ou pas. Et que j'ai des gens que je rencontre qui me disent « Non mais moi je me colle toujours dans une colère incroyable. » Je dis « Mais quand le voyant de la colère s'allume, est-ce que vous allez voir pourquoi vous êtes en colère ?» Si vous êtes en colère à un moment, c'est que vous vous êtes mis dans une situation qui vous est inconfortable psychologiquement. C'est typiquement avec les enfants, quand on laisse tout faire et qu'on finit par piquer une colère en disant « Non mais là c'est plus possible, il vient rouge la chambre. » On ne peut plus rentrer dedans, donc ça va. Alors que si la semaine d'avant, vous lui aviez dit « Maintenant, tu as 1 heure pour ranger ta chambre, sinon il y a un cataclysme dans 8 jours. » Vous n'auriez pas eu à vous mettre en colère. Et que nos émotions, quand on les trouve inconfortables, c'est qu'on a à comprendre ce qui, dans notre fonctionnement, doit être modifié pour qu'elle ne le soit plus. Une émotion juste, on la vit, elle passe, et puis elle disparaît. Je rencontre aussi des générations de femmes qui prennent des antidépresseurs et qui me disent « Non mais, moi dès que je ne peux pas trop dormir, je prends un quart de Lexomil et là ça roule. » Je dis « Et pourquoi ?» « Non mais c'est qu'un quart quoi. » Je dis « Mais si vous ne dormez pas une journée, est-ce que c'est grave ?» Non, moi j'ai toujours fait comme ça, moi, puis j'en prends pas beaucoup, quoi. Mais en fait, vous créez un système qui va faire que vous n'allez pas gérer vos émotions. Vous allez créer un système de contournement qui fait que vous serez toujours en souffrance dès qu'une émotion particulière arrive.
C'est le propre pratiquement d'une génération entière. Je dirais pas que c'est la faute des intervenants concernés, c'est qu'à un moment, c'est comme si on n'avait pas maîtrisé ce qu'on faisait de ces solutions-là médicamenteuses. Après, à nous d'accepter, de retourner dans la gestion de nos émotions, de voir comment on va les vivre, pour pouvoir remettre tout ça en paix intérieurement. Dans ce que je vois aussi dans notre monde actuel, je vois des enfants arriver avec des capacités intuitives au-delà des nôtres, honnêtement. Pour les parents, c'est souvent un grand désarroi. Ils me disent, non, mais le psychologue, il nous dit qu'il faudrait lui coller du Valium, quoi. Donc on a demandé à des amis, ils nous ont dit, allez voir Isabelle. Il faut comprendre que dans toutes les civilisations anciennes, en particulier une que je connais un peu, celle des Sioux Lakota, les enfants sont considérés comme étant chamans jusqu'à l'âge de 7 ans, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités de vision, d'intuition, qui sont l'équivalent de celles que moi j'ai mis des années à retrouver. Mais eux, ils les ont naturellement. Et ces enfants-là, plus on va les mettre dans la peur, dans la limite, dans tout ça, plus dans leur vie, mais il faudra après qu'ils retournent derrière tout ça. Donc à un moment, il va falloir accepter d'ouvrir un peu nos croyances, notre clairvoyance, notre conscience, sur tout ce qui existe ou pas, pour que tous ces enfants-là puissent trouver leur place dans le système scolaire, dans la vie de famille, dans la vie sociale. Un enfant qui parle, des fois un personnage imaginaire, ça peut être le moyen pour lui d'aller extérioriser ses souffrances, ses doutes, ses peurs. Tout n'a pas la même échelle de valeur. Donc il faut du discernement et il faut aller voir des gens compétents pour vous assister dans ce domaine-là, mais ne pas verrouiller systématiquement les enfants dans leurs croyances. Un enfant qui fait des cauchemars, qui fait des rêves, travaille son imaginaire, développe son cerveau. Il est important que les enfants développent leur imaginaire. Plus ils sont canalisés sur des jeux vidéo avec des capacités qu'ils maîtrisent rapidement, très limitées, moins leur imaginaire avance, plus il est restreint à un modèle d'apprentissage. Donc laissons-les faire leurs cauchemars, leurs rêves, inventer leurs personnages imaginaires et toutes les histoires qu'ils voudront bien nous inventer. Et quand ils sont en souffrance, reconnaissons leur souffrance et écoutons-les. J'ai eu aussi toute une école de pensée qui m'expliquait qu'il fallait penser positif. Je peux vous dire que moi je croise des histoires de vie. Si je commençais par dire aux gens de penser positif, je pense que ça les mettrait en révolution. Parce qu'il y a vraiment des histoires de vie avec des souffrances. Vous n'arriverez pas à transformer une souffrance en l'ignorant. Vous transformerez vos souffrances en les reconnaissant. À chaque fois que vous accepterez qu'une étape de votre vie, aussi futile soit-elle, est une souffrance, vous accepterez de passer à autre chose. À chaque fois que vous la rejetterez en disant non mais on m'a dit il fait beau, tout va bien, non j'ai pas de tumeur, non j'ai pas de cancer, non mes parents ne me maltraitaient pas, non. À chaque fois vous n'en sortirez pas. Dès que vous aurez un moment de vie particulier, tout ça viendra comme un tsunami vous déborder complètement. Et plus le temps passera, plus la souffrance s'ancrera. À un moment, l'intérêt de vous faire accompagner par un thérapeute, par un psychologue, par un sophrologue, c'est d'aller identifier cette souffrance et de pouvoir en paix et en sécurité avec un professionnel la regarder. Pour l'ouvrir, c'est comme ouvrir une boîte magique. On a chacun notre lot de souffrance. C'est parfois inconscient, c'est-à-dire que notre cerveau est aussi notre meilleur ami. On a des souffrances d'enfance où le cerveau ils sont tellement énormes, les a complètement zappés. Je vois des gens arriver à moi me dire non mais moi je rêve pas. Quand j'essaye de faire des ateliers chamaniques avec des chamans, je pars pas en voyage. Quand j'essaye avec un sophrologue, je pars pas non plus. Là je me dis oula, il y a quelque chose
de verrouiller. J'avais eu l'occasion de travailler avec des gens qui ont vécu le 11 septembre à New York, où le monsieur qui avait sa société dans les tours, un Français, m'avait expliqué que pendant les 2 mois suivants, il n'avait aucun souvenir. Mais aucun souvenir de rien. Il faut savoir qu'il avait perdu tous ses collaborateurs dans l'événement, dans des circonstances où lui a été sauvé de façon troublante. Pour ne pas être submergé par la souffrance et qu'il puisse continuer sa route de vie à lui, le cerveau a fermé cette zone-là de mémoire. C'est une façon de se protéger. À l'époque actuelle, je vois beaucoup de gens faire des burn-out. Non mais le burn-out, c'est terrible. J'ai fait pour ma part un burn-out énorme, ça a été la chance de ma vie. Si je n'avais pas fait ce burn-out, des années après, j'aurais fait une AVC ou une crise cardiaque. À la cadence que j'avais, honnêtement, ça a été une grande grâce que l'univers m'arrête comme ça. Ça m'a permis d'être obligée de m'arrêter, déjà dans ce que je voulais, de me dire où es-tu arrivé maintenant? Que fais-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comment vas-tu guérir? Les maladies, les étapes qu'on vit, bien sûr, elles ont leur partie de souffrance, mais elles ont leur partie d'expérience de vie à transformer. C'est-à-dire que la vie ne vous arrête pas d'un seul coup pour que vous repreniez plus belle sur la même ligne de conduite. Plus elle vous arrête violemment, plus il est urgent de se poser, de regarder ce vers quoi on veut tendre, ce qu'on veut vivre et comment on veut le vivre. Parce qu'on vous laisse une chance, soyez-en bien conscients. Il y a des gens, quand c'est fini, c'est fini. Ils ne sont pas à la maladie. On en connaît tous. Donc, voyez toutes ces expériences de vie autrement. Transformez-vous en conscience que vous vivez. Je ne dis pas que c'est anodin, je ne dis pas que c'est facile, je ne me remettrai pas. Mais tout ça est notre richesse d'apprentissage dans ce monde. Toutes ces sagesses anciennes étaient ce qui constituait la grandeur de l'individu dans ce monde. Quand vous étudiez les Sioux Lakota, le guerrier était guerrier, à chaque âge correspondait une énergie très précise. Aujourd'hui, dans notre monde, le fait qu'il n'y ait plus de rites religieux et tout ça, il n'y a plus réellement de construction, d'évolution de l'enfant vers la vie d'adulte, de la femme vers sa vie de mère. Je vais installer des cercles de femmes, on envoie se réinstaller un peu partout, pour que les femmes entre elles retrouvent leur bienveillance de femme et puissent partager d'une génération à l'autre leur savoir, leurs connaissances, leurs questionnements. Puisqu'on se rend compte que dans notre éducation, le vide même sur notre connaissance physiologique est impressionnant. Moi, il a fallu que j'attende d'aller travailler avec une chamane anglaise, mais en Danaï, pour découvrir comment fonctionnait l'énergie féminine il y a quelques années. Oui, les hommes, eux, l'ont bien compris. Ils vous diront toujours non mais moi, ma femme, avant qu'elle ait ses règles, une brosse à dents via une centrale nucléaire, elle était réglée. Et tous les mois, c'est pareil. Eux, ils ont bien compris qu'on ne fonctionnait pas de façon linéaire. Qu'il y avait un truc que un jour ça allait bien, que le lendemain tout pouvait exploser, qu'on ne savait pas pourquoi. Nous, dans notre éducation de femmes, tout ça, on ne nous a rien appris. Donc, il y a la façon réductrice de nous limiter à oui, les femmes sont parfois chiantes et nerveuses, mais c'est quelques jours par mois. Et à nous de comprendre ce qui est notre force dans ce fonctionnement-là, qui est plutôt un fonctionnement cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des jours où notre créativité va être exacerbée, puis il y a des jours où on pourrait vivre comme un ermite au fond de notre couette sans bouger pour un homme en face à qui on n'a donné aucune explication historiquement, c'est pas plus facile à comprendre. Hein. Je vous rassure. Parce que j'ai la chance d'avoir en séance des hommes et des femmes, chacun est un mystère pour l'autre. Tant qu'on ne va pas enrichir notre éducation, notre fonctionnement, nos croyances, de la connaissance de l'autre, on reste parfois dans des complexités et des complications énormes. Les hommes ont plutôt un fonctionnement assez linéaire,
D'où leur incompréhension de notre système cyclique. Pour y travailler parfois en atelier, c'est bluffant à voir. Les femmes, naturellement, se rendent compte que oui, c'est une évidence, quoi. Que nos goûts, d'une dizaine de jours à la dizaine suivante, changent du tout au tout, quoi. Et oui, c'est complètement déstabilisant. Tant qu'on ne va pas revenir à une conscience que nos fonctionnements sont différents et sont aussi notre richesse complémentaire, on va se retrouver avec des couples où dès qu'il y a un truc qui va pas, tout le monde part. Et puis je retrouve des dames qui viennent me voir 14 ans après avoir divorcé et qui me disent non, depuis que j'ai divorcé, rien ne va plus. Alors, au début je me dis, voilà, peut-être divorcé l'an dernier, quoi. L'an dernier, ça fait longtemps, et d'un seul coup j'entends 14 ans. C'est-à-dire qu'on se retrouve à l'époque actuelle avec des gens qui s'aiment et qui divorcent. Parce qu'ils pensent qu'en allant sur un réseau social quelconque, ils vont retrouver quelqu'un, alors ils retrouvent quelqu'un. Puis ils reproduisent une expérience qui est encore pire que celle d'avant. Parce que la première personne qu'ils avaient rencontrée, ils avaient de l'amour pour elle. Alors que la suivante, ils ont plutôt des affinités de site internet, ce qui est complètement différent. Chacun est libre de son choix de vie. Je conçois que des gens puissent avoir envie de vivre avec quelqu'un 5 ans par 5 ans. Et si c'est leur choix en conscience, c'est pas un souci. Si c'est pas leur choix de cœur, c'est un truc qu'il va falloir repenser autrement. Il est important de comprendre ce qu'est le fonctionnement de l'autre pour pouvoir vivre tout ça en intelligence et en harmonie. Après, il faut comprendre qu'une relation d'amour, ça se nourrit. C'est-à-dire qu'au début, on rencontre quelqu'un, tout va bien, alors j'ai des amis qui me disent non mais moi, au bout d'un an, ça va plus du tout. Je passe à côté de lui, il ne voit pas. C'est mon anniversaire, c'est tout juste, il a acheté des fleurs au bord. Une relation d'amour se nourrit. Vous lirez, si vous êtes intéressé, les travaux de Jacques Salomé sur tout ce qui concerne la construction du couple. C'est très intéressant. Vous vous rendez compte qu'on a chacun un fonctionnement où pour nourrir notre amour, on attend quelque chose. En général, ce qu'on aime offrir à l'autre, c'est ce qu'on aime recevoir. Donc c'est facile à refaire. Moi, je sais que j'ai besoin qu'on me nourrisse de confiance en moi. Parce que j'ai l'air très déterminée comme ça, mais régulièrement. Est-ce que je monte des ateliers? Est-ce que je fais une conférence à La Rochelle ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et puis d'autres, c'est des cadeaux matériels. C'est pas la valeur du cadeau, mais c'est le fait qu'il y ait un geste. D'autres gens, ça va être de les encourager dans leur activité, même annexe. Oui, tu fais de la généalogie, c'est bien, ça a avancé ton truc, tu as trouvé des trucs intéressants. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les deux soient tournés l'un vers l'autre. Et puis, il faut éviter de limiter l'autre à sa réalité ordinaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'admiration l'un pour l'autre et nourrir cette admiration-là. C'est-à-dire que si vous commencez à rester au fait qu'il n'a pas pris sa douche depuis 3 jours, vous allez arriver à une énergie qui va vous faire descendre, descendre, descendre. Et alors là, l'amour, vous n'allez même plus vous rappeler pourquoi vous vivez avec. Il y a un moment, ça m'arrive, j'ai des jeunes femmes qui viennent me voir en me disant non mais moi ça fait 5 ans que je suis mariée, mais j'arrive à me demander pourquoi je me suis mariée avec vous. Je vois pas. Et après, j'ai l'autre extrême, j'ai des dames mariées depuis 30 ans qui viennent me voir en me disant pourquoi je suis restée avec mon mari pendant 30 ans. Je leur dis peut-être à un moment, vous avez juste perdu le fil. Déjà, on va essayer de voir si vous l'aimez encore. Et après, vous allez voir ce que vous pouvez faire de votre vie. Alors, souvent, mes copines me disent que ma spécialité, c'est de marier les gens. Je ne suis pas la même d'avocat, mais je vais plutôt souvent les remettre ensemble que les faire divorcer. Mais dans cette société-là, très agitée, pleine de sollicitations partout, il va falloir trouver sa solidité. Et oui, c'est pas tous les jours facile. Et oui, on a plein de fausses croyances et on a plein de sollicitations de toutes sortes qui font que parfois on a l'impression que tout est simple pour les autres, tout est merveilleux chez le voisin et que chez soi, non. Après, il va falloir rentrer en bienveillance avec soi-même. Se dire que oui, on n'est pas parfait tous les jours.
Est-ce que c'est grave? Non. Imaginez rencontrer quelqu'un de parfait. Déjà, quand vous rencontrez des gens trop bien, imaginez comment c'est chiant. Vous avez l'impression que tout est facile. Je me rappelle une dame âgée dans mes clientes à Paris, sur Mobile, qui me disait non mais vous Isabelle évidemment vous êtes toujours souriante, la vie n'est toujours pas facile pour vous quoi. J'ai regardé un sourire, je me disais oh si vous saviez la vie que j'ai eue. Mais moi j'ai choisi d'être heureuse tous les matins. Contrairement à ce qu'on peut croire, être heureux c'est quelque chose qu'on décide. Aucune vie ne sera épargnée d'un parcours d'expérience, de souffrance physique, émotionnelle. C'est la façon dont on va choisir de les transformer, de se faire accompagner pour les transformer à un moment sans être trop submergé, qui va faire qu'on va en faire une vie heureuse. J'ai des jeunes qui viennent me voir, parce que je fais parfois du coaching de vie pour des jeunes qui n'ont pas de travail, qui parlent en moi en disant faites quelque chose pour eux, on n'en peut plus à la maison. Et ils me disent non mais moi je fais un travail où je vais être heureux quoi. Mais c'est vous qui allez le faire votre travail heureux. Non, c'est mon patron qui me donnera un travail heureux. Mais personne ne vous donnera une vie heureuse. Vous choisirez le matin de vous réveiller en vous disant moi j'ai décidé d'être heureux. Bon, j'ai oublié 2-3 trucs qui traînent de comme avant, quoi, mais je vais choisir tout ça, que ça se passe avec un peu de légèreté. Après, dans tout ce qui est parfois troublant, c'est que le fait qu'on fonctionne beaucoup avec notre mental, on va se projeter dans le futur tout le temps, pensant que ça va être plus confortable. Alors là, vous partez dans une pétaudière potentielle où vous allez vous créer des soucis. En chamanisme, dans toutes les cérémonies que je fais, je considère que seul le temps présent existe. Que le temps passé et le temps futur sont une illusion de l'esprit. Plus vous vivrez le temps présent, plus vous trouverez votre épanouissement personnel. Plus vous allez vous projeter dans le passé, dans le futur, plus vous allez projeter des problèmes possibles. Et alors là, vous allez partir dans des trucs, vous allez vous dire non mais est-ce qu'on pourra financer, est-ce qu'on pourra payer les frais de 25 ans, est-ce qu'on pourra payer les études du petit quand il aura 18 ans. Et donc votre champ des possibles se réduit et vous polluez votre quotidien. Après, pour vous dire d'autres, peut-être vous laissez vous me poser des questions s'il y a des sujets particuliers, des éléments particuliers que vous voulez de réponse par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que je fais, à mes travaux. Merci d'abord pour cet exposé fort intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous pratiquez le silence de soi. Comment ça se passe? Madeleine me demande comment je pratique une séance de soin. Mon instrument de prédilection en tant que chaman est le tambour. Une séance de soins, après avoir discuté avec vous de ce qui vous amène, s'il y a un domaine de votre vie où vous avez l'impression de jamais être heureuse, épanouie, pour votre place, la séance de soins va toujours commencer par un chant indien et un tambour. Ensuite, je vais travailler avec l'énergie des minéraux, des végétaux, des animaux, l'énergie de votre lignée familiale, l'énergie de votre famille karmique d'âme, avec vos organes. Je vais leur demander ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Chaque aventure humaine ensuite est un peu différente. Ma capacité, moi, naturelle, est vraiment de parler aux esprits. Mais ça va, des esprits, de l'esprit de votre foi, lui demander d'où viennent ces colères, jusqu'à l'esprit de votre lignée familiale. Ça m'est arrivé en soins découverts hier. Il y a une dame, je lui dis, mais dans votre famille, vous avez une lignée de femmes bretonnes qui attend au port des hommes et elles finissent toutes veuves. Elle me dit, je suis la 3e génération à être veuve dans les générations que je connais. Je lui dis, vous le portez hors du temps. C'est pas lié à votre incarnation, c'est lié à votre famille d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on a beau être dans les formes, on porte des trucs. Par où aller détricoter tout seul, c'est pour ça que je vous dis, soyez bienveillants avec vous, c'est pas que vous êtes moins doués que d'autres parfois. C'est que parfois, vous n'avez pas forcément les clés,
les moyens d'aller de voir. Dans ce que je fais, je lis le corps éthérique dans son énergie, dans les mémoires familiales qui ramènent. C'est dans notre corps énergétique. Alors pourquoi? Pour tous les gens qui n'ont pas forcément de connaissances énergétiques, vous sentez qu'un corps énergétique existe quand vous asseyez à côté de quelqu'un. Il y a des gens, naturellement, vous allez vous trouver très mal à l'aise. Et vous ne savez pas pourquoi. Même au restaurant, vous commencez à vous asseoir à côté, vous dites « Ah non, je vais me mettre de l'autre côté parce que là, je me sens pas bien. » Et on a chacun une onde d'énergie autour de nous qu'on dégage et dans laquelle il y a des mémoires. Ce qui fait partie aussi des mémoires cellulaires, où aujourd'hui, 5% de nos cellules ont été identifiées par les scientifiques comme étant notre ADN. Et pour moi, dans les 95% de nos cellules, je trouve nos mémoires familiales, nos expériences de vie, nos mémoires karmiques. La méditation. On va faire un truc d'1 minute ensemble. Vous êtes tous open? Je vais commencer à le faire tout seul et puis à haute voix, vous allez compter avec moi. 1, j'inspire. 1, j'expire. Et vous allez dire les nombres aussi. 2, j'inspire. 2, j'expire. Et vous le dites à haute voix en le faisant. 3, j'inspire. 3, j'expire. 4, j'inspire. 4, j'expire. 5, j'inspire. 5, j'expire. 6, j'inspire. 6, j'expire. 7, j'inspire. 7, j'expire. 8, j'inspire. 8, j'expire. 9, j'inspire. 9, j'expire. Et vous recommencez. Et quand vous le loupez, parce que inévitablement vous allez vous louper, vous recommencez à un. Et là, vous vous rendez compte que vous pensez de ce plus du tout à rien. C'est marrant. Vous avez l'impression de planer un peu. Généralement, si vous l'avez fait au bon temps. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Vous le faites déjà jusqu'à 9 le matin ou le soir. Même si vous êtes dans un truc au boulot où c'est chargé, où vous vous sentez agressé, bon, je vais aller me poser aux toilettes et essayer de remettre ça un peu d'aplomb. Vous pouvez le pratiquer et ça marche tous les jours. Et là, vous n'avez pas besoin de plier les bras en l'air. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je suis Gabi. Est-ce que les gens qui vont vous voir parce qu'ils ont un problème, ils vont vous voir parce qu'il n'y a rien? Ça, c'est assez marrant. Gabi me demande si les gens qui viennent me voir ont un problème ou des fois ils n'ont rien. Très souvent, les gens viennent me voir et ils n'ont rien. Parce que je vois dans mes amis proches, on me dit, mais tu dois voir que des gens malades. Je vois des gens merveilleux. Comment ça se fait que ça ne m'est jamais venu à l'idée que je voyais des gens malades? Et c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que j'ai fait comme activité. Pour ne pas attirer que des gens malades, malheureux. Je me suis aperçue que le fait d'engager les gens vers du coaching de vie les engage à se mettre dans l'action pour changer quelque chose dans leur vie. Et quand on engage les gens dans un autre type d'action, par exemple en leur disant je vais être guérisseur, ils se mettent dans une action passive de ne rien changer dans leur vie. Moi, j'ai très souvent des gens qui me disent non mais tout va bien, mais j'ai l'impression de jamais être heureuse. Pourtant, je ne peux pas me plaindre dans la famille, j'ai une maison, un mari qui m'aime, des enfants en forme. D'où vient ce sentiment, quoi? Donc ça, c'est pas un incontournable. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir pour ça.
ou des fois une seule séance peut ouvrir, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'impression d'être exactement là. J'ai eu l'autre fois une dame qui m'envoie son mari, mort de rire. Elle me dit, elle me connaît bien, parce qu'on avait des soins ensemble avec elle il y a un an à peu près. Elle me dit, bon, je t'envoie mon mari, parce qu'il faut qu'il change de boulot, on a vendu les appartements, notre situation financière va mieux. Et maintenant, il faut qu'il trouve quel métier il va faire. Donc, il veut venir te voir. Je dis qu'il veut venir te voir comme ça. Lui vient me voir et tout ça, et sa femme m'avait expliqué que comme il avait restauré plein d'immeubles, d'appartements et tout ça, il cherchait ou un boulot d'auto-entrepreneur, ou maçon, machin. Et je mets la main sur le corps éthérique, et je commence à voir le haut d'un mobilhome. Oh, je me dis là, je suis embarquée, mais si je commence à lui parler de vacances, ça va pas le faire du tout, quoi. Puis je pose des questions, je regarde, et je vois l'enseigne camping, et moi je... À un moment, je me dis quand même, il faut que je lui dise. Je lui dis, écoutez, on va l'appeler Cyril. Je lui dis, écoutez Cyril, je vois bien quelque chose, mais je sais pas si ça va vous parler, quoi. Je lui dis, je vous vois commencer par prendre la gérance d'un camping de mobilhome, puis après vous allez monter le vôtre, quoi. Puis je l'entends éclater de rire. Il me prend la main, il me dit, ça a toujours été mon rêve. Je lui dis, merci. C'est pour ça que parfois c'est troublant. On s'interdit souvent ce qui est notre choix de cœur, alors que le fait que ce soit le choix de cœur, on déploiera une telle énergie pour le faire que ça marchera. Si vous avez d'autres questions, après vous pouvez venir me voir, on me rappelle plus tard. Je vous remercie de votre attention, messieurs, dames. Voilà.